معكم زين. بونجور تو الموند، بيانفونو. مرحبا بكم في ثالث نهار من مهرجان الحكاية بصفاقس في دورته الخامسة تحت شعار حتى الحجر يحكي. اليوم عندنا برشا عروض متنوعة. باش نبداو مع الحكواتية الفرنسية مارتين كايا. Mon Dieu, il est là, je sens en présence. Tais-toi, concentre-toi. J'ai peur, faut qu'on arrête tout ça. J'ai vraiment peur. Non, on peut plus faire machine arrière. Il est là maintenant. Il est là. Il est là. Qui est là? L'esprit, idiote. Oh mon Dieu. Concentrez-vous, bon sang. On ne doit pas l'énerver. Je vais lui montrer notre peur, sinon... Simon quoi? Arrêtez, taisez-vous. Monsieur Esprit, es-tu parmi nous maintenant? Qui es-tu? Je suis l'Esprit. Je suis un monstre. Voilà ce que je suis. Je suis d'une laideur qui fait peur. C'est par cet aveu qui m'est pénible que je dois me présenter. Car c'est ma vérité. Vous voulez connaître mon histoire? Eh bien, écoutez-la. Il y a 1000 laideurs, comme il y a 1000 beautés. Moi, je suis totalement laid, nain, bossu, borgne. Et cette maudite cicatrice rouge, disons-nous, je suis laid à faire peur. Si je veux sourire, j'esquisse une horrible grimace qui fait fuir les honnêtes gens. Je suis là de faire peur et de pitié. Là, d'être bon et d'être méchant. En fait, l'enfance d'un homme peut expliquer le crime de l'adulte. Quand je naquis, ma mère ne voulut même pas me voir. Un seul mot fut prononcé. Un monstre. Oui, j'étais un monstre. Je fus emmené au second étage d'une ferme. Et une nourrice se chargea de moi. Ma mère ne montait jamais me voir. Les gens de la région se saignaient en passant devant ma fenêtre, en évitant de la regarder. J'ai souffert, j'ai vraiment souffert. Le jour de la mort de ma mère, je vis pour la première fois mon père. J'entendis des pas dans l'escalier. La porte grinça et s'ouvrit. Un homme aux cheveux grisonnants entra. Il me dévisagea sans mot dire. Puis alla s'asseoir dans le coin de la pièce. Il m'observa avec froide objectivité, sans fausse honte, et il grommela. Mon pauvre enfant. Puis, il partit, sans m'embrasser. Il revint ensuite souvent, il m'écoutait parler, me posait des questions. Je grandissais. Je n'avais vu au monde d'autres humains que lui et Geisha, la femme qui m'avait nourri de son lait. Les gens l'appelaient aussi, on l'appelait sorcière et on la craignait. Nous sortions que le soir, nous marchions d'un pas rapide et sûr. Tout le monde a essayé Geisha, sauf mon père et moi. Il m'était interdit de sortir tout seul, et je ne pleurais pas. Un jour, à peine avais-je mis une pied dehors, qu'une pile de cailloux s'abattit sur moi. L'un des cailloux m'a tiré à la tête. Je retirai ma main suivie de sang, et j'entendis des rires qui avaient glacé de froid, et j'ai l'impression de ma définitive solitude. C'est sans doute depuis ce jour-là que je devins vraiment méchant. Et j'ai d'être méchant. Je m'y appliqué. Je devins bientôt en face de monstre que l'air avait voulu que je puisse. Je me promenais la nuit dans le brouillard. Je m'amusais en effet. Je rôdais alors autour des fermes. Je m'amusais en effet à jouer aux vampires. Je me mis à persécuter mes fermiers, à les presser de mes pays. Je terrorisais le village. Mais comme j'étais malheureux, je le suis encore aujourd'hui. Je fais semblant de jouer de votre terreur.
Mais au fond, je souffre encore plus que vous, plus que tous que ma vie haït et que ma haïssent à cause de ma laideur. Oh, monsieur monstre, je compatis à ta souffrance, à ton malheur. C'est le manque d'amour et d'affection que t'a rendu ainsi méchant. Ta méchanceté est un bouclier qui te protège des autres, de leurs regards et de leurs moqueries. Vous savez, monsieur Monstre, l'amour fait des miracles. Le problème, c'est que tu n'as pas connu l'amour. Je vais vous raconter l'histoire de Riquet et vous réaliserez après ce qu'est le pouvoir de l'amour. Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils qui était si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée qui se trouva à sa naissance assura qu'il ne se laisserait pas d'être aimable parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle lui avait fait, donner autant d'esprit à la personne qu'il aimerait, ce qui consola la pauvre mère. Au bout de 7-8 ans, une reine d'un royaume voisin accoucha de 2 filles. L'aînée était admirablement belle, plus belle que le jour, mais malheureusement, elle était d'une maladresse et d'une stupidité incroyable. La cadette, elle était moche et laide. Cependant, elle avait tant d'esprit qu'on ne s'apercevait presque pas qu'il lui manquait de la beauté. Dans toute la cour, on préférait toujours la cadette et on savourait ses conversations raffinées. Toutefois, personne ne semblait supporter la sottise de l'aîné. Même pas sa mère, la reine, qui ne manquait jamais de lui faire de reproches. Quoique la beauté soit un grand avantage chez une jeune femme, la pauvre aînée se trouvait si malheureuse qu'elle regrettait tellement cette beauté maudite. Un jour, qu'elle s'était mise dans un bois pour y plaindre son malheur, elle vit venir à elle un petit homme fort laid et fort désagréable. C'était Riquet qui, du premier regard, fut charmé par la beauté de la princesse et emporté par un coup de foudre. Madame, je ne comprends pas comment une personne aussi belle que vous l'êtes peut être aussi triste. Oh, monsieur, je suis inconsolable. J'aimerais mieux être aussi laide que vous et avoir de l'esprit. Je suis la plus malheureuse de toutes les femmes. C'est alors que, sous l'emprise de l'amour, Riquet lui avoua qu'il avait le pouvoir de lui donner de l'esprit, si seulement elle venait à accepter de l'épouser et de l'aimer, de le chérir malgré sa laideur. L'aînée accepta sans hésitation, et aussitôt, elle se sentit tout autre qu'elle n'était auparavant. Elle était dès lors capable de conversations raffinées, soutenues et spirituelles. Le bruit de ce changement s'étant répandu partout, tous les jeunes princes des royaumes voisins, beaux, riches, si bien faits, firent de grands efforts pour gagner le cœur et la main de la princesse aînée. Mais en vain, Riquet à la haut paraissait à ses yeux l'homme du monde, le plus beau, le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de la fée qui opérèrent, mais que l'amour seul fit cette métamorphose. Ils disent que la princesse, ayant fait réflexion sur la persévérance de son amant, sur son habileté et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son corps ni la laideur de son visage. Oui, les miracles de l'amour, c'est ainsi que leurs noces furent faites et qu'ils vécurent longtemps bien heureux.
marchand, père de 3 belles filles, qui se retrouvent un jour ruinés. Ces 2 filles aînées, trop coquettes et très égoïstes, ne supportent pas leur nouvelle existence. La cadette, que l'on nomme la bête, tellement elle était belle, elle s'adapte aux circonstances et sert sa famille en toute simplicité. Un jour, le marchand part faire des affaires pour sortir ses enfants de la misère. Les 2 sœurs aînées, très prétentieuses, lui demandent de leur rapporter des bagatelles. Mais elle demande le rôle, tout simplement. Malheureusement, les affaires vont de plus en plus mal et le marchand est toujours aussi pauvre. Sur le chemin de retour, le père découvre un château, désert mais accueillant. La table est mise sans qu'on l'invite, il dit, puis s'endort. Le lendemain matin, en quittant le château, il voit une branche de rose. C'est alors qu'une bête horrible apparaît. Elle menace d'abord de le tuer. Puis, la bête promet au père de le laisser en vie s'il lui livre en échange une de ses filles. En rentrant chez lui, la belle est la seule qui est prête à se sacrifier pour sauver son père et ses sœurs de la menace de la bête. C'est ainsi que le cheval conduit la bête au château de la bête, qui est séduite de premier regard par la beauté de la jeune fille. Jour après jour, la bête apprend à aimer la belle. Sa beauté, son corps d'or, sa politesse la rend alors capable de sentiments humains. Il l'aime au point de le torder à partir retrouver son père, mais pour 8 jours seulement. Il lui donne aussi une bague lui permettant de voyager dans l'espace et dans le temps. La belle rejoint enfin son père en un clin d'œil. De plus en plus jalouse, ses sœurs aînées la retiennent 2 jours de plus afin de provoquer la bête et faire le malheur de leur sœur cadette. Ces dernières voient dans son rêve que la bête agonisante, reprochant de ne pas avoir tenu sa promesse. Aussi rapidement qu'impossible, la belle rejoint la bête et lui avoue son amour. Pardonne-moi, mon cher, je regrette si fort d'avoir caché ma flamme. Je t'aime tellement. Ne me quitte pas, je ne pourrai jamais vivre sans toi. C'est un amour sincère qu'elle refoulait depuis longtemps. Un amour si sincère que la bête se transforme alors en prince charmant. La bête était en fait un prince prisonnier d'un sortilège, enfin revenu en une vraie famille. Belle et sans prince vivent heureux pour le restant de leurs jours. Sans toi, un corps sans âme, un feu sans flamme. Ma vie sans toi ressemble ainsi à un monde sans vie. Ma vie sans toi n'a plus de sens, n'a plus de chance. Fade et sans couleur, sans joie ni douleur. وده معاك كل يوم نعيش وفرحان كنت شعوري بيك يزيد يموت هنعيش وانت معاك كل يوم نعيش
précieux dans son art que chaque pièce qu'il fit était un vrai chef-d'œuvre, une pièce unique dans son genre. Mais notre jeune bijoutier avait un petit secret. En fait, il avait fabriqué 2 magnifiques bagues. La première était une alliance ornée d'un seul diamant, bien poli, en multiples facettes, si brillant et si luisant que chaque fois qu'il ouvrait la petite boîte rouge où il avait soigneusement caché une lumière éclatante envahit son atelier. Cette bague était si chère à son cœur, car il l'avait fabriquée avec amour, à l'image de la jeune femme qu'il aimait en secret. C'était une jeune femme, aussi belle, douce et rayonnante que son diamant. La deuxième bague était un superbe anneau en or massif, bien rond, bien lisse, sur lequel il avait gravé minutieusement leurs initiaux. Il avait également caché cet anneau dans la même petite boîte rouge, à côté de l'alliance diamant. Il réservait ces 2 bijoux à sa bien-aimée. Ils seront, disait-il, le symbole de leur union éternelle et de leur passion. Et enfin, un jour, il s'est décidé de lui avouer sa flamme et même de la demander en mariage. Et quelle surprise! La jeune femme, elle aussi aimait son bijoutier en cachette. Elle entendait depuis longtemps qu'il fasse le premier pas. Vous imaginez alors leur bonheur? 2 âmes sœurs, enfin réunies. Le jour de leur noces, le bijoutier, comme l'avait déjà prévu, a fait présent de 2 chefs-d'œuvre à sa femme. Cette dernière n'en croyait pas ses yeux. Quelle magnifique bague! Un présent qu'elle a juré de porter toute sa vie, et même après sa mort. La femme voulait orner ses 2 mains, alors elle a porté l'alliance de diamant à la main gauche et l'anneau à la main droite. Et il regardait amoureusement ses 2 mains, et les lueurs de 2 bagues le remplissaient de bonheur. Elle faisait envier toutes ses voisines et ses copines. Cependant, dès les premiers soirs, blotti dans les bras de son cher époux, il n'était pas tout à fait tranquille. Quelque chose dérangeait son sommeil. Il entendait des murmures, des petits gémissements de chagrin, des pleurs doux, si doux, qu'en se réveillant en sursaut, elle ralentissait sa respiration pour pouvoir les entendre. Mais rien, elle ne comprenait rien. Puis un soir, la jeune femme fait un rêve bizarre. L'anneau qu'elle a porté à la main droite versait des larmes chaudes qui muaient la paume de sa main. Prise de pitié, elle lui demanda: Oh, qu'as-tu donc, cher bijou? N'es-tu pas aussi heureux que je le suis en te portant? Pourquoi toutes ces larmes? Et contre toute attente, une voix tremblante lui répondit: Ma chère dame au corps d'or, pourquoi vous nous avez séparés, mon alliance et moi? Nous avons été créés l'un pour l'autre. Nous avons été réunis depuis toujours dans notre nid d'amour, dans cette petite boîte rouge. Regardez-vous, vous et votre époux, vous vous êtes réunis pour la vie. Vous vous êtes jurés amour et fidélité jusqu'à l'infini. Pourquoi alors vous nous avez séparés, mon alliance et moi, nous qui sommes symboles de votre union éternelle et de votre passion? Oh, pauvre bijou, pardonne-moi. Je suis tellement navrée. Jamais je n'oserais séparer 2 amoureux. C'est la pire atrocité qu'on puisse infliger à quelqu'un. Que dira-vous, vous qui me rappelez tout le temps la chance que j'ai d'avoir un époux si aimant et si amoureux? À ces paroles, la jeune femme réveilla son époux, qui ne se doutait de rien. Elle lui annonça qu'elle a décidé de porter l'anneau à la main gauche. Elle lui demanda tout simplement de le lui glisser dans le doigt, à côté de l'alliance diamant. Et elle lui fit la promesse solennelle de ne jamais séparer l'alliance de l'anneau. Et c'était depuis ce jour-là que notre bijoutier fabriquait des alliances et des anneaux qui mettaient en couple dans des petites boîtes rouges. Et c'était depuis ce jour-là également que toute femme jurant à son amant amour et fidélité, pour le meilleur et pour le pire, portait son
collés l'un à l'autre, symbole de l'union de deux cœurs, de deux âmes sœurs. Aimer, c'est ce qui est plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qui est plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a plus grand. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant et brûler au cœur d'un volcan. Aimer, c'est ce qu'il y a plus bon. Aimer, c'est brûler ses nuits. Aimer, c'est payer le prix, donner un sens à sa vie. Aimer, c'est brûler ses nuits. Aimer, c'est ce qu'il y a plus beau. المدرسة الإعدادية 15 أكتوبر نتلقاو اليوم العشية مع ثلاثة، معايا أنا ومع نادي الحكاية بالمدرسة الإعدادية الإمام سحنون. في نفس البلاصة. شكرا على حضوركم، نتلقاو العشية. Merci beaucoup Madame Naomi Koufra اللي أثرت وأشرفت على نادي الحكاية بالمدرسة الإعدادية 15 أكتوبر. نتلقاو العشية. بسلامة.